Foire nombreux à suivre ce journal dès la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est désormais officiel, la RDC et le Rwanda s'apprêtent à signer dans le prochain jour l'accord de paix à Washington, une annonce faite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant ses compatriotes vivant au Brésil. De Belém, un reportage signé Giscard Koussema. C'est dans une effervescence particulière que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli par ses compatriotes vivant au Brésil. Ils ont parcouru de longues distances pour joindre la ville amazonienne de Belém pour prendre les informations de première main auprès du premier citoyen et père de la nation. Décontracté et visiblement soulagé, le chef de l'État a fait savoir que les processus de paix de Doha et de Washington connaissent un aboutissement heureux dans le prochain jour. Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali ko kamba yango malamu, mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi. Pokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te, bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans tozali kolemba te tozolela kaka bandeko na biso, mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington, na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar, ekomi pembeni esila. Na mikolo ezali koya awa, ba américain, notamment Maison Blanche, et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo ana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te, toyebi ke bitumbana biso te mutu tolukaka yango. Bitumbana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele, oyo bazalaki kobisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Par ailleurs, il a dit avoir eu des entretiens fructueux avec son homologue brésilien Lula da Silva. Le président de la République a fait savoir que la RDC et le Brésil, deux partenaires traditionnels, vont développer une coopération bilatérale sud-sud dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, les commerces et l'agriculture. Kinshasa a dépêché une délégation militaire à Walikale, dans le Nord Kivu, pour mobiliser la population locale à s'approprier de la campagne de sensibilisation des FDLR à la reddition volontaire, aussi à se désolidariser des FDLR s'il y aurait encore d'éléments résiduels dans cette partie du pays. Les autorités militaires ont conféré avec la population locale à ces sujets. Reportage. La campagne de sensibilisation sur la reddition volontaire des combattants des FDLR, lancée il y a quelques jours dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, se poursuit normalement. Ce mercredi, une délégation venue de Kinshasa, conduite par le général Sassanzita, a échangé avec la population de Walikale Centre sur la question de la présence présumée des FDLR dans cette partie de la province. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions issues des discussions de Washington entre le gouvernement congolais et rwandais en faveur d'une paix durable à l'est du pays. Aux côtés des autorités militaires locales, la délégation a recueilli plusieurs témoignages de la population. Les habitants ont unanimement affirmé que les FDLR ne sont plus présents sur l'ensemble du territoire de Walikale. Certaines sources mal informées ont indiqué que la rive gauche de la rivière Loa, en plein cœur de Walikale, serait encore occupée par les FDLR, allégation formellement rejetée par la population et démentie par les autorités militaires locales. Ce sont des sources qui ne connaissent pas la géographie de notre pays et
moins encore le territoire de Walikale, moins encore la cité de Walikale où nous sommes présentement, parce que ce pont n'est pas une frontière. Ce pont, c'est juste un moyen pour traverser de l'autre côté, mais nous sommes toujours dans le centre de Walikale. Je suis là depuis juin 2021 et que je suis ici à Walikale. Je n'ai jamais rencontré l'FDLR. Affirmé que tout est sous contrôle, les autorités accompagnées de la population ont marché à pied jusqu'à l'autre rive de la rivière Loa avant de s'adresser à la population locale au rond-point Tchoui. Le général Sassanzita a précisé que cette campagne sera étendue dans d'autres territoires du Nord Kivu afin de sensibiliser la population à se désolidariser des groupes armés étrangers et à encourager les combattants rwandais à se rendre volontairement auprès des FARDC ou de la MONUSCO. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS vient d'installer un cadre de concertation pour la paix à Aru en Ituri, un cadre pour la mise en œuvre des activités du programme des ex-combattants pour le processus de stabilisation. Peggy Mokunda pour le reportage. C'est au cours d'un atelier de renforcement des capacités axé sur la stratégie nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS qu'a eu l'installation officielle d'un cadre de concertation pour la paix et appui au PDDRCS CCPAP à Aru dans la province de l'Ituri. Pendant 2 jours, les parties prenantes se sont réunies pour poser les fondations d'un dispositif local pérenne d'accompagnement du processus de paix. Occasion également de sensibiliser les participants sur les objectifs du programme, les fonctionnements, la mission et les responsabilités du CCPAP. Après la validation des résultats et la signature du procès-verbal, le moment symbolique de l'installation officielle des CCPAP a été marqué par la remise solennelle des accréditations des membres élus. Dans ce mot de clôture de l'atelier, l'administrateur policier du territoire d'Aru a réaffirmé les soutiens des autorités au processus de stabilisation et appelle les membres du CCPAP à faire de ces cadres un outil vivant de concertation. En séjour de travail à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a prêté une oreille attentive à toutes les doléances soumises par les autorités politico-administratives de la province. Eurydice Kitutu pour plus de détails. Au cœur de Kisangani, la justice se met à l'écoute de réalités du terrain. Dans cette série d'échanges qui a commencé avec le gouverneur intérimaire Guilain Monguenya, qui a dressé un tableau alarmant mettant en lumière le manque criant des infrastructures adéquates et la surpopulation carcérale. Une situation que déplore également le premier président de la Cour d'appel de la Chopo, reçu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Le ministre nous a rassurés de son accompagnement et il nous a rappelé en fait qu'il n'est pas le ministre des magistrats, mais il est le ministre de la Justice qui souhaite à ce que l'administration de la justice soit menée de manière à ce que les justiciables soient proches, n'est-ce pas, des acteurs judiciaires que nous sommes. D'autres difficultés ont été exprimées par le chef de division de la justice province de la Chopo. Les difficultés en rapport, par exemple, avec les prisons. La plupart de nos prisons de la province de la Chopo sont trop vieilles, construites dans des conditions qu'il n'est plus possible de pouvoir maîtriser les caprices des délinquants. Très compatissant, très sensible. Il a promis qu'il va s'y mettre pour améliorer la situation des pénitentiaires dans la province de la Chopo. Ces échanges ont permis de mettre en lumière plusieurs défis qui freinent le bon fonctionnement de la justice. Les dossiers sensibles de Frivao, dont l'examen est prévu ce jour, figurent également parmi les priorités évoquées. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, intensifie des séances de travail avec le gouverneur et président des assemblées provinciales pour la stabilité des institutions provinciales, comme le veut le chef de l'État. Martin Kazembe-Choula et Michel Kaboudio Katanga sont le premiers à être reçus. Reportage.
Les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, transmises au ministère de l'Intérieur pour la stabilité des institutions provinciales, ne doivent souffrir d'aucune faille. Après la communication du vice-premier ministre Jacques Chabani, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a intensifié des séances de travail avec les gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales pour répercuter le même message. Nous devons mettre en application toutes les recommandations que la haute autorité nous a faites. Et surtout, ça fait partie de l'acte d'engagement qu'on a eu à signer la fois dernière. Notre province a besoin de la paix. Et le chef de l'État aussi a besoin de voir les institutions être stables. Nous devons travailler en parfaite harmonie, tel que nous le faisons, entre Assemblée et exécutif. Si les institutions sont stables, vous allez comprendre que les choses vont aller très bien et nous allons nous développer concrètement, et surtout pendant cette période. Nous ne pouvons pas, pendant cette période, là où le chef de l'État, ensemble avec la population de la République démocratique du Congo, tourner vers l'Est, que ce même temps qu'il y a encore l'instabilité provinciale. Or, le pouvoir de Kinshasa met beaucoup de moyens pour stabiliser nos provinces par rapport à la construction des routes, la construction des centres de santé, des écoles, ainsi que la prise en charge de beaucoup plus encore des services déconcentrés dans nos provinces. Pour Eugénie Kamba, l'heure de la stabilité des institutions provinciales a sonné. L'initiative dans la transparence des industries extractives, ITIE, et l'Agence congolaise environnementale, ACE, viennent de mettre en commun les approches méthodiques et une commission technique pour définir des objectifs du rapport d'évaluation sur les obligations socio-environnementales par des entreprises opérant dans les secteurs forestiers et pétroliers. Peggy Mukunda, encore une fois de plus. Elles viennent d'harmoniser le vu sur la méthodologie de travail pour l'élaboration du rapport d'évaluation du niveau des mises en œuvre des obligations socio-environnementales par les entreprises opérant dans les secteurs forestiers et pétroliers. Elles, ce sont l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE et l'Agence congolaise de l'environnement, l'ACE. Pour cette première réunion technique, les deux parties ont mis en commun les approches méthodologiques et une commission technique pour définir les objectifs du rapport d'évaluation et de produire les projets de termes de référence. De même, elles se sont convenues des modalités de mise en place d'une commission technique chargée de produire les projets à présenter aux parties prenantes pour validation. La collaboration entre l'ITIE et l'ACE s'inscrit dans la logique de renforcement de la transparence, de la redevabilité et de la bonne gouvernance environnementale, à savoir que ce projet est financé par CAFI à travers le PNUD et le FONARED. Parlons santé dans ce journal. Pour la promotion de la recherche et la formation des spécialistes, la Société congolaise de stomatologie et chirurgie maxillofaciale vient d'être mise en place. De précision dans ce reportage de Luzen Sakala et de Pati Tondouango. Le 13e congrès de la FMED a accouché d'une société savante, la Société congolaise de stomatologie, chirurgie maxillofaciale et chirurgie orale. Avec à sa tête le professeur Dr Albert Ntsima, cette organisation scientifique nationale regroupant les médecins, chirurgiens faciaux et chirurgiens oraux de la du Congo, s'est vu un cadre de promotion de la recherche, de formation continue et de collaboration interdisciplinaire pour une meilleure prise en charge des pathologies oro-maxillofaciales. Une spécialité à ne pas confondre avec la dentisterie. Nous profitons du lancement de cette société savante pour montrer à la population que cette spécialité existe réellement au Congo. Un stomatologue, chirurgien maxillofacial, après avoir fini les études de médecine, après avoir fait les études de dentisterie, faire 5 ans de chirurgie générale et après faire 3 ans de ce qu'on appelle une hyper spécialité. C'est-à-dire, dès qu'il a son diplôme d'État, il a 15 ans d'études. À travers cette société savante, les responsables entendent disposer des spécialistes pour la formation des jeunes médecins recrutés.
Les gens qui sont en formation actuellement, on les a recrutés ici. Ce sont des jeunes qui y ont fait d'abord des études de médecine et après ils ont fait la spécialisation en chirurgie générale et après la chirurgie générale, ils viennent faire l'hyper spécialité en chirurgie maxillofaciale. Donc ils sont recrutés ici sur place. La province devra avoir un spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillofaciale. C'est très très important parce qu'il n'y a pas de gens. Une lueur d'espoir pour cette société savante qui a reçu d'une part la bénédiction de l'ordre des médecins et d'autre part le soutien du gouvernement de la République. La cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes d'honneur à titre posthume aux professeurs Debonheur Mouvova, Joseph Dilou et Gustave Kandi, tous pionniers de la stomatologie et de la chirurgie maxillofaciale en République démocratique du Congo. La ministre déléguée en environnement, Arlette Bati, a reçu une délégation de la Rainforest Foundation après la diffusion d'un documentaire polémique sur la gestion du crédit carbone en RDC. Une mission d'enquête conjointe sera bientôt dépêchée sur le terrain. La Fondation salue l'ouverture du ministère et réaffirme sa volonté des collaborations. Reportage Sandra Nyangui. Dans un monde où la lutte contre le changement climatique devient de plus en plus cruciale, la gestion de crédit carbone émerge comme un enjeu clé pour le développement durable. À Kinshasa, la ministre déléguée à l'environnement Arlette Bati prend le rêne d'un débat essentiel en recevant une délégation de Rainforest Foundation, conduite par Madame Victoria Moretti. Était également présent à cette réunion Jean Moliba, président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du marché carbone. Au cœur des échanges, un rapport documentaire produit par Rainforest Foundation, récemment diffusé sur les réseaux sociaux. Celui-ci aborde la gestion du crédit carbone en RDC, une thématique sensible qui a suscité la réaction des autorités. Content de cette initiative que Madame la ministre vient de le communiquer. Je pense que nous voulons vraiment rester à côté et à continuer à accompagner le gouvernement, d'améliorer, soit de dater ce qui est vraiment la situation sur le terrain et de continuer à améliorer l'industrie du marché carbone en RDC. Nous avons invité officiellement pour qu'ils viennent un peu, qu'on en parle, mais également essayer d'examiner tous les éléments qui sont contenus dans les rapports. Et nous estimons en tant que partenaires, dans les jours à venir, ils doivent nous le communiquer officiellement, au lieu que ça passe par les réseaux sociaux. Et nous avons promis quand même de faire une mission sur le terrain qui va être une mission mixte. Madame Victoria Moretti a salué l'ouverture et le pragmatisme de la ministre déléguée tout en réaffirmant l'engagement de sa fondation de travailler en synergie avec le gouvernement congolais pour l'amélioration de la gouvernance du marché de carbone en RDC. En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a donné le go aux travaux de la réhabilitation de la route de dessert agricole qui va relier 3 chefferies en territoire d'Irumu et Djougou. 99 km de route des desserts agricoles vont être réhabilités. Reportage. La cérémonie a eu lieu devant la notabilité de la chefferie des Andisoma, Basili, Walendu Binti et Bahema Nord, aux côtés de leurs administrateurs respectifs. Le représentant de l'entreprise Germe Construction ayant gagné le marché a promis achever les 99 km qui vont faciliter les échanges commerciaux des produits de première nécessité. Le coordonnateur provincial du projet de stabilisation de l'Est de la RDC a loué significativement l'accompagnement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Nous allons devoir réhabiliter dans l'ensemble en province de l'Ituri plus de 375 km de routes de dessert agricole, améliorant la fluidité entre les centres commerciaux miniers et les zones de production agricoles. Occasion pour les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri d'inviter les Ituriens à désarmer leur cœur en capitalisant ces genres de projets qui consolident la paix et le développement, un souhait ardent du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom du gouvernement provincial et de toute la population de l'Ituri, notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. J'adresse ici un appel solennel à toutes les communautés concernées. Appropriez-vous ce projet. Cet énième projet
vient allonger la liste d'autres en Provence. Plusieurs axes routiers aux côtés des actions de développement sont perceptibles en Ituri, créant ainsi l'espoir et la confiance à tous les niveaux entre la population et l'administration militaire depuis l'instauration de l'état de siège. Au chapitre de l'éducation, l'on nous informe du lancement officiel à Kikwit de la distribution de 475 bons pupitres destinés à 19 écoles de 5 sous-divisions provinciales. Une initiative saluée pour son impact sur l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. 475 bons pupitres remis à 19 écoles de Kikwit pour améliorer les conditions d'apprentissage. Il s'agit des écoles issues des 5 sous-divisions provinciales, tout régime de gestion confondu. La cérémonie a été présidée par le maire de la ville, Abengiama, agissant au nom du gouverneur de province, Philippe Akamituna, sous l'impulsion du prophète de Kwiloudé, Jean-Pierre Yoy Bokete. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation du secteur éducatif initiée par le ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Les bons pupitres fabriqués localement par Caritas Sidiofa répondent aux normes et garantissant leur qualité et leur durabilité. La dotation de ces 475 bancs pupitrés aux 19 écoles concernées dans les 4 sous-divisions de Kikwit et de Boulungu est non seulement un acte matériel mais aussi un investissement concret de l'avenir de nos enfants. Je rappelle à tous les bénéficiaires de ces bancs que ces derniers ne peuvent servir que pour l'intérêt pédagogique de nos enfants. Ne les détournez pas pour d'autres fins utiles. Protégez-les, mon père de famille. Chaque école bénéficiaire a reçu 25 bancs lors d'une cérémonie rehaussée par la présence du comité urbain de sécurité, du comité provincial et du NC, de représentants des Caritas, des comités locaux et de conseils de gestion. Non aux monnaies en route vers une république inclusive, droit, dignité et participation de personnes de petite taille. C'est le thème retenu cette année quant à la célébration de la journée internationale du nanisme à Kinshasa. Une journée a été organisée pour sensibiliser contre le préjugé et promouvoir la dignité de personnes de petite taille. Reportage Betty Amani. Bien que célébrée dans le monde le 25 octobre de chaque année, la journée internationale du nanisme a été commémorée en RDC ce jeudi 6 novembre à l'initiative du ministère en charge des personnes vivant avec handicap avec l'appui du BCNUDH. Placé sous le thème « Non aux monnaies en route vers une république inclusive, droit, dignité et participation des personnes de petite taille », cette journée a rassemblé à Kinshasa plusieurs acteurs engagés pour la dignité et l'égalité de personnes de petite taille. Objectif, briser les stéréotypes et rappeler que chacun mérite respect, reconnaissance et égalité de chance. Au nom du gouvernement, la ministre déléguée Irène Sambodiata a salué la vision inclusive du président de la République, soulignant que des personnes de petite taille occupent désormais des postes de responsabilité dans l'administration publique. Une avancée concrète vers une société plus juste. Le monde sache que nous ne pouvons pas évoluer en excluant une catégorie, et cette catégorie, ce sont les personnes atteintes de nanisme. Et je voudrais ici dire merci au président de la République qui a pensé à cette innovation parce qu'il s'agit là d'une des catégories de personnes qui étaient longtemps oubliées. La synergie des personnes de petite taille et le BCNUDH ont réaffirmé leur engagement contre la stigmatisation et la participation citoyenne des personnes handicapées. Clôturée dans une ambiance festive, la cérémonie s'est achevée sur une note musicale signée d'un orchestre des personnes de petite taille. Symbole fort d'une inclusion vécue et célébrée avec fierté. Une journée pleine de sens, marquant ainsi un pas de plus vers une république où la différence devient force et non barrière. Et cette note triste, avant de boucler complètement ce journal, la célèbre enseignante Bonnette Elombe Kenfuni, une figure emblématique de l'éducation et de la culture, enseignante très
populaire à l'école comme sur la toile, est décédé le lundi 20 octobre 2025 dernier à Kinshasa. Son corps a été exposé ce samedi à l'espace Ave Maria sur 24 novembre. Autorités politiques, administratives et enseignants lui ont rendu un hommage mérité. Et son corps sera inhumé aujourd'hui à la nécropole entre ciel et terre de Lancelé. Que son âme repose en paix. Voilà, Madame, Messieurs, qui boucle complètement ce journal des 13h, un journal réalisé par Chimène Dondo, Maxime Androkoa, assisté de Rebecca Kwiku-Mali, Nzengele Basosa, Guilain Mokoko, les tout sous la supervision de Patti Tondwangu Kizunda. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Maître Kin, Bokeseni à lobby. Publicité. Pour changer le monde de demain, nos enfants ont besoin de nourrir leur curiosité. Quand vous leur donnez Nido, vous leur apportez des nutriments spécialement formulés pour les aider à apprendre et à donner vie à des idées passionnantes. Servez Nido à vos enfants chaque jour. Il contient du fer pour les aider à mieux se concentrer et réussir à l'école. Nido, votre amour, leur avenir.